Actuellement, les abeilles sont en plein travail, elles butinent dans les prairies et fabriquent du miel dans les ruches. Derrière, des apiculteurs sont là pour le récupérer et cette année, la récolte s'annonce meilleure que l'an passé. Pour autant, le travail des professionnels du miel reste compliqué, notamment face à la menace du varroa. Les enfants de Petit-Réderchin au centre de préoccupation. En visite dans la commune, le sous-préfet de l'arrondissement a découvert la maison d'assistante maternelle qui vient d'être créée. Il a aussi vu les améliorations qui ont été apportées à l'école élémentaire pour moderniser l'établissement scolaire. Travailler les pieds dans l'eau, c'est possible à la Villa Maria de Petit-Réderchin. Cela fait 4 ans qu'Alexis Creusot propose ce concept innovant et étonnant. La chambre d'hôtes accueille ainsi des employés et des chefs d'entreprise désireux de développer leurs compétences. Ici, dans un cadre privilégié, ils ont accès à 280 types d'experts différents. Redistribution des trophées des grands cette année à Beach. Il s'agit d'une initiative créée l'an passé par la municipalité. Elle vise à marquer la transition de l'école primaire vers le collège. 39 élèves ont pris part à cette manifestation. Au total, 3 trophées ont été remis, un pour chaque école. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En plus des sujets évoqués dans le sommaire de cette émission, j'aurai plusieurs annonces à vous faire, bonnes et mauvaises. Et en seconde partie, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec une jeune photographe, Florence Barocchi, dont le travail est actuellement exposé, ou dans quelques jours plutôt, à l'hôtel de ville de Sarralbe. Ensemble, nous parlerons de sa passion pour l'image et de son exposition qui nous plongera dans l'univers militaire. Mais à la une de cette édition, une enquête de nos confrères d'Issy-Lorraine qui révèle une affaire d'agression sexuelle longtemps restée dans l'ombre. L'abbé Joseph Didelon, décédé en 2021 à 85 ans, est accusé d'avoir agressé sexuellement des collégiens de l'établissement Saint-Augustin de Beach pendant un quart de siècle. Ces actes ont été révélés à la suite de témoignages de victimes accablants. Tristan Ricli s'est intéressé à ce dossier. Il va nous présenter le résultat de son travail. Tristan, comment ce prêtre aurait-il pu agir aussi longtemps sans être inquiété ? Bien Guillaume, l'une des principales raisons de cette impunité, c'est le silence qui a couvert ces faits pendant des décennies. L'abbé Joseph Didelon bénéficiait d'une véritable omerta. Professeur de mathématiques au collège-lycée Saint-Augustin, il était une figure respectée et était perçu comme un pilier de l'établissement au moment des faits présumés. Mais derrière cette façade, la réalité aurait été tout autre. Selon nos confrères, au moins une dizaine d'adolescents alors scolarisés en 6e et en 5e à l'internat auraient subi des abus entre la fin des années 60 et le début des années 90. Et que nous apprennent les témoignages recueillis sur ces agressions ? L'abbé Joseph Didelon se serait exclusivement pris à de jeunes garçons. Les victimes décrivent des attouchements répétés, principalement dans 2 lieux, l'infirmerie et la chambre du prêtre. Toujours selon les témoignages recueillis, le prêtre demandait parfois aux adolescents de se dévêtir sous prétexte de soins médicaux. Un ancien élève raconte par exemple qu'il lui aurait demandé de baisser son pantalon alors qu'il se plaignait de maux de gorge. Et ces révélations ont fait vivement réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook d'Info Beacherland qui a relayé l'enquête. Plusieurs personnes affirment avoir entendu parler de la réputation de cet homme. Martine, élève de l'établissement dans les années 90, écrit vous le voyez, ce personnage n'y sévissait plus, mais j'avais eu rumeur de sa réputation. Surtout, éviter d'aller à l'infirmerie. Si moi j'étais au courant, énormément de gens devaient l'être aussi. Christophe, interne entre 1978 et 1985, enfonce le clou. Cela se savait parmi tous les élèves, les histoires d'attouchement à l'infirmerie de l'abbé. Certains témoignages vont encore plus loin. Phil, scolarisé en 5e puis 4e entre 1984 et 1986, affirme sans détour « Joseph Didelon est bien un prédateur sexuel. Toute la direction était au courant. J'ai moi-même dénoncé les faits en 1985, ce qui m'a valu un conseil de discipline. » Et Michel, lui, témoigne de l'omerta qui régnait à l'époque. Tout le monde savait et en parlait, mais personne ne voulait y croire ou en entendre parler. Comment les autorités religieuses réagissent-elles suite à la révélation de ce scandale ? Bien, cette affaire secoue la communauté catholique mosellane. Monseigneur Philippe Ballot, archevêque de Metz, a réagi en publiant un communiqué. Il exprime son soutien aux victimes, condamne fermement ces actes et salue le courage de ceux qui ont pris la parole. Il précise que certaines victimes se sont manifestées après le rapport de la CIASE en 2021. Elles ont été orientées vers l'INIR, l'instance nationale de reconnaissance et de réparation. C'est l'une des rares institutions habilitées à agir
choisir dans ce cas de figure, puisque les faits sont aujourd'hui prescrits et l'auteur est décédé. Certaines personnes ont déjà été reconnues comme victimes et indemnisées. Et si vous avez été concerné par les abus du père Didelon ou de tout autre représentant de l'Église, eh bien vous pouvez contacter la cellule d'écoute du diocèse de Metz au 07 49 96 90 81 ou par mail à celluleécoute@catholique-metz.fr. Merci beaucoup Tristan pour toutes ces informations et pour nous avoir fait part de ces informations qui sont malheureusement bien sombres. Difficile d'enchaîner après ça, mais pour autant notre émission ne s'arrête pas là. On change d'univers et on s'intéresse à présent à l'apiculture car la saison des abeilles a débuté. Elle butine actuellement dans nos prairies, exemple à Olvin où Vivien Muller, président des apiculteurs de Sarreguemines, a présenté à Camille Henriot son activité. Donc aujourd'hui j'ai voulu vous ramener sur ce terrain-là, puisque c'est un terrain qui tenait à cœur à mon grand-père et c'est aussi là où on a déposé les premières ruches et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour Vivien Muller, l'apiculture, c'est une histoire de famille. Ici, en pleine forêt de Olvin, il s'occupe de ses 35 ruches. Apiculteur depuis 6 ans, il inspecte chacune de ses ruches pour vérifier le bon état de santé de ses abeilles. Donc cette partie-là, c'est là où on va venir récolter le miel. Il y en a une deuxième, donc ça veut dire qu'ils en ont déjà rempli une. C'est en ce moment même que se concentre l'essentiel du travail pour le miel de printemps. L'apiculteur espère faire de bonnes récoltes cette année. La nuit d'avant, on a encore extrait jusqu'à minuit et on a encore une deuxième partie, donc là on sera sur une quatrième plutôt partie d'extraction sur le miel de printemps. Donc quand on parle de miel de printemps, ça va englober tout ce qui est fleurs de printemps, le pissenlit, le prunelier et tout ça. Là actuellement, comme on peut le voir un petit peu autour de nous, ça vole, le soleil est parmi nous, que par rapport à l'année dernière sur cette période-là, où on était sur les inondations et différentes choses. Donc pour cette année, ça sera favorable. De bons espoirs après une saison rude l'hiver dernier. Parmi les sources d'inquiétude pour les apiculteurs, l'arrivée du varroa, un acarien parasite qui s'attaque aux abeilles. Vivien Muller, également président des apiculteurs de Sarreguemines et environ, en a bien conscience. Déjà, on a une sortie d'hiver très rude pour certains apiculteurs, avec beaucoup de pertes de ruches, énormément. Du côté de Didin, cet apiculteur en a fait les frais ces derniers temps. J'ai eu une perte, on peut dire, sur un tiers de mon cheptel, c'est-à-dire voilà, une bonne petite dizaine de ruches qui sont parties cet hiver. La cause principale, c'est effectivement le varroa. C'était une surcharge de varroa, peut-être mal maîtrisée. J'ai fait un traitement un peu tardif puisque j'ai eu des transhumances très tardives et c'est la raison essentielle. Un coup dur à encaisser pour cet apiculteur. Ça fait toujours un peu mal au cœur de voir des ruches qui sont vides, ou, voilà, parce que la surcharge de varroa fait déserter les abeilles de leurs ruches. Voilà, donc un peu mal au cœur, mais enfin on dit toujours, bon, on va relever le challenge, on va repartir sur de bonnes bases, et puis voilà. Heureusement, il existe des solutions pour prévenir la propagation de ce parasite. On prône maintenant, dès qu'on refait un petit essaim ou quelque chose, de le traiter directement. Alors ce sont des traitements sanitaires qui sont chocs assez, mais tout à fait naturels. C'est du varomètre qu'on met, c'est des gouttes à gouttes qu'on leur met dessus. Ça affecte directement le varroa très important. Énormément, et donc la charge de cet acarien est réellement diminuée. Et les apiculteurs cherchent toujours à améliorer l'environnement pour qu'il reste propice au butinage des abeilles. Comme ici sur l'exploitation apicole de Vivien Muller avec la plantation de châtaigniers ou encore d'acacias. L'univers des abeilles les a également inspirés. Une nouvelle maison d'assistante maternelle a ouvert ses portes à Petit-Riderchin. Son nom, les Petites Abeilles. L'aboutissement de plus d'1 an et demi de travaux menés en parallèle de la rénovation d'un bâtiment de l'école élémentaire voisine, découverte en images avec Tristan Ricli. C'est une transformation bienvenue. Dans ce bâtiment voisin de l'école maternelle, les anciens logements ont laissé place à une maison d'assistante maternelle. Depuis février, 12 enfants y sont accueillis par 3 professionnels de l'association Les Petites Abeilles. Il y avait un réel besoin de garde d'enfants et les assistantes maternelles dans le village, elles arrivaient toutes à la retraite et il n'y avait pratiquement plus personne. Vous le savez très bien, on est en carence d'assistantes maternelles, les parents sont contents, il y a une vraie demande qui augmente, donc ça c'est une vraie réponse. Mitoyenne, cette annexe de l'école élémentaire fait elle aussi peau neuve
Dès la rentrée, une vingtaine d'élèves de CE1 investiront cette salle de classe, désormais équipée d'une salle informatique. À la clé, plus de confort et des économies d'énergie. Il y avait un réel besoin puisque toutes les menuiseries dataient d'un certain temps et que c'était pas isolé non plus. Toutes les fenêtres ont été changées, l'isolation extérieure a été faite, on a changé la toiture et début juin, on va encore installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, et ce qui nous permettra donc de faire de l'autoconsommation dans les bâtiments municipaux. L'ensemble de ces 2 projets a coûté plus de 800 000 €. Ils ont été financés par la région, la CAF, le département, la commune et en particulier par l'État à hauteur de 213 000 €. L'inauguration officielle est prévue le 5 juillet. Et à noter que dans cette commune, d'autres chantiers sont dans les tuyaux, comme la restauration d'un mur du cimetière cet été, puis à plus long terme, la réhabilitation du foyer Saint-Joseph, aujourd'hui à l'abandon. Une consultation citoyenne est en cours pour définir son futur. On reste dans l'aménagement du territoire à Lemberg avec la réhabilitation de l'ancienne friche industrielle de la cristallerie Lorraine. La place Théodore Heitzmann s'embellit avec de nouvelles statues en grès vosgien rose et blanc. Le mur d'escalade lui aussi prend des couleurs avec des personnages variés. Ses œuvres sont signées Bernard Pétry, un artiste local dont on peut déjà admirer les créations, notamment devant la mairie. Un concert événement est prévu le 28 juin pour célébrer les 100 ans de la cristallerie. Proposer de participer à des formations professionnelles dans un cadre qui sort de l'ordinaire, c'était l'objectif d'Alexis Creusot. Cela fait 4 ans qu'il a créé son centre de formation, mais ça ne fait que 2 ans qu'il les organise dans la chambre d'hôtes de Petit-Réderchin, la Villa Maria, qui n'accueille donc plus uniquement des touristes, mais également des employés, des chefs d'entreprise qui cherchent à développer leurs compétences dans différents domaines. Le centre de formation permet d'accéder à 280 types d'experts différents. Émilie Hazel nous en dit plus. À la Villa Maria, il n'y a pas que les chambres qui peuvent être louées, il est aussi possible de participer à des formations. Après, vous allez avoir quelqu'un qui va s'inscrire. Alors vous allez avoir peut-être le chef d'entreprise ou la DRH qui va signer votre convention, mais vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Comment vous faites cette partie-là aujourd'hui ? Ça dépend, c'est cadré généralement presque déjà au niveau du dossier de candidature. Alexis Creusot, compagnon de la gérante de la chambre d'hôtes de Petit-Réderchin, a lancé il y a 2 ans des formations pour les entreprises dans ce cadre atypique. Parce que la volonté, elle est surtout d'emmener les personnes et les former, peu importe le sujet, où on sort un peu de notre zone de vie ou d'activité ou de travail, on sort des contraintes en fait, pour apprendre, et on sait qu'on apprend en fait finalement mieux quand on est dans un espace ouvert et assez agile, on va dire. Que ce soit dans le jardin au soleil, dans le séjour, sur le canapé ou au bord de la piscine, chaque espace de la maison peut être utile pour développer ses compétences. Les élèves du jour sont venus des secteurs de Genève et Nancy pour développer leur qualité de formateurs. Pour les 2 formateurs en formation, c'est un cadre atypique efficace à l'apprentissage. On va dire qu'au départ, j'étais assez dubitatif. Je me posais la question, est-ce qu'on est vraiment capable d'être concentré dans un endroit justement aussi charmant ? Et je suis très agréablement surpris parce qu'au final, on se sent bien. Et quand on se sent bien, on est attentif et donc en fait, c'est hyper efficace. Ce cadre, il est franchement très agréable parce que voilà, on peut aller dehors, on peut aller ici, là, sur le bord de la piscine. C'est franchement agréable. On est dans un coin tranquille et je pense qu'il y a une authenticité du coin. Je pense qu'on est plus à l'aise en travaillant dans un cadre comme ça. Un autre avantage de travailler dans des chambres d'hôtes, c'est d'avoir accès au logement lorsqu'une formation dure plusieurs jours. Du changement dans vos télés, dans la nuit de jeudi à vendredi, une dizaine de chaînes vont changer de canal de diffusion sur la TNT. Les équipes Tubéo vont opérer les modifications durant la nuit. L'ensemble des abonnés Tubéo devront effectuer une recherche de mémorisation des chaînes pour retrouver les chaînes de la TNT et les chaînes allemandes. Si vous rencontrez le moindre souci, appelez la hotline de Tubéo au 09 73 01 02 10. Un peu de ping-pong, de la compréhension orale en allemand ou encore de la lecture de cartes de beach. Voici quelques-unes des épreuves que des écoliers ont dû passer pour gagner une coupe en cristal. La semaine dernière, en effet, avait lieu la 2e édition des Trophées des Grands, une compétition rassemblant tous les élèves de CM2 de beach. Émilie Hazel était sur place.
Chaque école élémentaire de Bitche a reçu son trophée des grands à la fin de la rencontre. Tous les élèves de CM2 de la ville se sont réunis la semaine dernière au marché couvert. La municipalité avait lancé ce concept de rencontre l'année dernière afin de marquer la transition de l'école primaire vers le collège. Les 39 élèves étaient séparés en plusieurs équipes et mélangés entre les différentes écoles. Les épreuves culturelles, historiques et de compréhension de l'allemand portaient sur les 80 ans de la libération du pays de Bitche. Il y avait aussi des épreuves sportives. Les 3 trophées des grands ont été réalisés en cristal par les souffleurs de rêve de Götzenbrück. Ils étaient seuls en piste. Le coureur handisport Michel Munch et son guide Romain Discher ont participé au meeting handisport Open Paris au stade Charletti. Malgré les conditions compliquées avec la chaleur et le manque d'adversaires, ils ont obtenu un chrono de 16 minutes 51. L'athlète sarregueminois participera le 15 juin au meeting de Metz. La chaleur et le beau temps, malheureusement, ne devraient pas être de la partie ce week-end. En conséquence, les organisateurs de la Nuit des Couleurs ont décidé de reporter cet événement. Il aura finalement lieu cette année, le 30 août. Et demain, est-ce qu'il va pleuvoir? La réponse tout de suite dans la météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera sous quelques gouttes de pluie, mais le ciel va par la suite se dégager pour laisser place aux éclaircies. Côté température, les minimales iront de 14 à 15 degrés et les maximales de 18 à 19 degrés. Demain nous fêtons les Norbert et il fera jour de 5h28 à 21h32. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les 14 et 15 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participez à des initiations et faites votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 14 et 15 juin à Bitche. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. Chez Intermarché Sarreguemines, l'été a du goût. Des fruits et légumes ultra frais, gorgés de soleil et de saveur. Et au rayon boucherie, c'est ambiance grillade, brochettes marinées, côte de bœuf, saucisses maison. Le barbecue parfait pour un été savoureux. Du bon, du frais, du local et toujours au juste prix. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La troupe de théâtre de Wolminster vous présente sa nouvelle pièce Ramdam in the Hauptstraße. Elisabeth est propriétaire d'un magasin de bicyclettes dans la rue principale du village et les affaires vont bon train jusqu'au jour où Monsieur le maire prend un arrêté municipal afin de mettre toute la rue en zone piétonne. Un vent de révolte se lève afin de contrecarrer ses plans et les rebondissements vont s'enchaîner dans la dérision et dans une tempête de rire. Une pièce à découvrir ou à redécouvrir ce lundi sur Mosaïque Cristal. Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? Hoffentlich hat kein Käsekuchen diesmal. Bonjour, liebe Zuschauer. Wir lachen schon vor der Sendung, weil wir lachen über uns selbst, weil ja der Générique da, der Sébastien, der da rennt die Treppe runter. Bonjour Sébastien. Bonjour Bertrand. Es gibt Käsekuchen. Käsekuchen, wunderbar. Und heute haben wir als Gast, der uns da die Buhe mitgebracht hat. Du weißt, dass ich nicht kann schwimmen, Robby, gell? Du kannst nicht schwimmen? Ich habe mir gerne, wo ich schwimmen kann. Ja? Weil ich bin ruhig am Boot. Und wenn es eine große Familie war, das Wasser ist nicht gewechselt worden. Ja. Da haben sie sich bald
verkloppt, fast der erste Erst die Band und noch die Buben. Ganz genau. 1947, also das ist unglaublich, dass da jemand eine Kamera damals gehabt hat und hat das da gefilmt. Also das sind Bilder, wo man in den Archiven können gesehen, gell? Also wenn ich auf Wittringen fahre von Sargemin, habe ich 5 Schließen. Da muss ich 2,5 Stunden haben ungefähr, wenn alles gut geht. Weil im Kanal darf man nicht schneller fahren wie 8 km/h. Und ich habe da noch ein Bild mitgebracht. Wir sind eigentlich schon ein bisschen aber, weil wir gehen jetzt da noch die Ferien. Je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui Florence Varocchi est mon invitée. C'est une jeune photographe originaire de Sarralbe, âgée de 19 ans, et qui va exposer pour la première fois en solo à Sarralbe du 10 au 20 juin. Florence, merci d'être venue sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette exposition, de quoi elle parle? Alors cette exposition, elle parle de la guerre, avec des scènes de reconstitution. Suite à mon école de photographie, j'ai dû prévoir 20 images au minimum, et j'en présenterai 30 du coup à Sarralbe pour un peu rassembler tout le monde et puis montrer ce projet que j'ai pas envie qu'il dorme dans mon armoire. C'est aussi un devoir de mémoire du coup ce projet. C'est au départ, donc vous l'expliquiez, donc c'est un exercice scolaire dans le cadre de votre BTS photographie, et vous aviez une thématique, c'était « Il était une fois ». Donc pas « Il était une fois dans l'Ouest », mais du coup « Il était une fois la Seconde Guerre mondiale ». Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce dossier? Alors j'ai toujours été passionnée d'histoire. Alors « Il était une fois le conte », c'est normalement l'intitulé exact du projet photographique. Alors moi, le conte, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors pourquoi pas conter une histoire réelle? Puis j'ai réfléchi, et à la base, je voulais faire sur les mines de Lorraine. Mais un des amis photographes a déjà travaillé sur les mines lorraines, donc je n'ai pas voulu m'inspirer de son travail, et j'ai fait un travail qui me ressemble aussi, la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la partie que je préfère aussi en histoire. Et puis voilà, le 80e anniversaire, il y avait beaucoup de choses, il y a un grand intérêt cette année pour la Seconde Guerre mondiale. Et quand je dis, vous avez fait cette expo en solo, certes, mais il y avait plusieurs personnes sur vos images et pas mal d'associations qui vous ont prêté main forte pour jouer quelque part un peu les figurants et faire revivre ces moments de vie de soldat. C'est ça, j'ai 28 modèles en tout sur toutes mes images. J'ai des associations comme Lorraine 44 Memory Group, la ZAFA, les Enfants du Charbon, T2SB ou l'IR 125 qui posent pour moi, et j'ai aussi des personnes qui me prêtent des affaires qui me permettent aussi de les exposer, comme cette lettre qu'on retrouva dans la photo Les souvenirs oubliés. Donc ça, c'est des lettres qui ont été écrites en 1945 à Sarralbe et que j'ai mis dans ma photo avec des documents anciens. Donc en tout, on doit être à une trentaine de personnes aussi qui m'aident sur ce projet. Comment vous avez fait pour recueillir ces témoignages? Alors j'ai demandé déjà à mes amis Facebook. Les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ça aide beaucoup. S'ils ne connaissaient pas telle ou telle personne, et je leur ai aussi demandé s'ils pouvaient me prêter le matériel. Puis après, par le bouche à oreille aussi, on est venu me donner telle ou telle affaire. Et j'utilise aussi du matériel qui est prêté par l'établissement, comme par exemple une chambre photographique pour faire. Voit à l'image là. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour faire cette photo. Donc c'est la seule photo qui n'est pas utilisée, qui n'est pas faite avec mon propre matériel et dont je bénéficie du matériel de l'établissement. D'accord. Et comment la liaison s'est faite entre vous et la mairie de Sarralbe? J'ai envoyé des mails. J'ai envoyé un mail, j'y suis un peu allée au culot dans tout ce que je fais, entre guillemets. Et puis la mairie a accepté. Donc je les remercie très fortement de m'accueillir pour cette exposition. Première expo solo à 19 ans, c'est sympa quand même. C'est sympa, c'est stressant, mais c'est sympa. C'est une grande fierté. Et est-ce que cette exposition, elle en appelle d'autres? Est-ce que vous avez d'autres projets photographiques en cours et qu'on pourra voir prochainement? Alors d'autres projets en cours, oui, il y en a toujours. Pas des expositions, il y en aura des personnels, il y en aura pour des associations. Par exemple, je fais encore la course du Cannes ce week-end. Mais une exposition, pour l'instant, on en fait déjà une et on verra par la suite après. Comment vous est venue cette passion, cette envie de faire des images? Alors, j'ai toujours fait de l'image. Ouais, j'ai fait au collège Robert Doisneau le club image. Puis j'ai eu mon premier appareil photo à la fin du collège.
puis après le bac, que faire? Un BTS en photographie, tant qu'on y est, voilà. D'accord. Ok. Et comment vous procédez du coup à chaque fois? C'est en faisant appel à des personnes qui font les acteurs devant votre objectif? Comment c'est ça. Là, j'ai contacté les associations pour leur dire est-ce que ça vous tenterait pas de faire tel ou tel projet? Donc il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, libre à chacun. Et ceux qui ont accepté se sont donnés à fond là-dedans. Okay. Voilà. Et vous aimeriez à terme travailler et vivre de la photographie? J'aimerais vivre de la photographie. Moi, c'est principalement la photographie de reportage, la photographie sportive. Et pourquoi pas combler la photo avec le journalisme. D'accord. Et je crois d'ailleurs que vous avez fait des démarches pour intégrer une école. J'ai fait des démarches et je suis en attente. D'accord. Bon, on vous souhaite de réussir, de vous épanouir dans votre travail, puis Merci. Dans votre métier futur. Et puis on invite du coup nos téléspectateurs et internautes à se déplacer à Sarralbe du 10 au 20 juin pour voir la qualité de votre travail photographique sur la Seconde Guerre mondiale.